Timonier, tu m'as dit. L'homme ne répondit pas. Il avait cru maîtriser son sommeil, il s'y abandonnait. L'étoile palpitait, plus brillante. Chinito lutta contre une peur sourde qui s'était glissée en lui. Combien de temps allait-il pouvoir maintenir la barre? Tu m'as dit juste un petit moment. Il tenta de réveiller le dormeur de la façon dont il l'avait été lui-même. Un premier coup de pied, trop timide, ne donna aucun résultat. Il s'enhardit, tapa plus fort. Le timonier émit un soupir grognon, étira les jambes et se retourna pour dormir plus commodément. Étoile de Noël, aide-moi, supplia le mousse, désemparé. Je ne. Ses pensées sombraient. La fatigue, le besoin de sommeil, le silence alentour, ces gens endormis devenus tellement étrangers, tellement lointains et inaccessibles, la mer sournoisement immobile, la terre figée dans le clair-obscur, tout se liguait contre lui, et rien ni personne ne pourrait le secourir. Il essaya de se réconforter en pensant à autre chose. Lui revint en mémoire la marche des rois mages qu'on disait à Grenade aux approches de l'Épiphanie. Eux aussi avaient suivi l'étoile. Ils avaient cheminé longtemps de dune en piste rocailleuse, traînant après eux une longue file de chameaux et de dromadaires, confiants en l'éclat du signe lumineux qui leur montrait la route. N'était-ce pas la même étoile qui brillait? Mais la vue de Chinito se brouillait. 2 fois, son menton toucha sa poitrine. Il sursauta, puis rejeter encore le sommeil qui le harcelait. Pour se tenir éveillé, il se mit à fredonner. Sa voix, dans le silence, l'effraya. Ce sera bientôt minuit. Je tiendrai jusqu'à minuit, et puis je réveillerai ce sale égoïste d'un coup de pied. Et comment je saurai que ce sera minuit? Quelque chose me le dira. À minuit, ce soir, c'est Noël. Il reprenait confiance, pas pour longtemps. Parfois, une brise légère venait sécher la sueur d'angoisse sur son front, y faisait courir une onde froide. Bientôt minuit. Soudain, un choc parcourut le navire. Une déchirure confuse emplit la nuit. Chinito fut projeté contre la barre. Une douleur dans la poitrine lui coupa la respiration. Il chancela. Tout s'était passé si vite que le malheureux enfant se trouva devant le fait accompli, sans avoir pu le prévoir. Autour de lui, le branle-bas général était déclenché. Le timonier se releva. Le blasphème qu'il proféra donnait la mesure de la catastrophe. L'équipage courait en tous sens. Les hommes sortaient par l'écoutille, soufflant et crachant après avoir échappé de justesse à la noyade dans le piège mortel de la cale. Des luttes s'ensuivirent pour franchir l'ouverture étroite. Les orions pleuvaient de tous côtés. On entendait un bruit de cataracte à l'intérieur de la coque. Par ses plaies béantes, la Santa Maria s'abandonnait aux assauts de la mer. L'amiral était déjà sorti de sa cabine. Juan de la Cosa le rejoignit. Au milieu des appels, des cris épouvantés, des mots qui injuriaient le ciel au cours de la nuit sainte, il restait étrangement silencieux. Son navire allait couler et il se savait responsable. Car elle allait couler, la vaillante Santa Maria, qui s'était élancée vers l'inconnu, avait franchi les orages et l'enchevêtrement des sargasses, atteint des bords insoupçonnés, bravé bonasses et tempêtes. Sournoisement, des courants l'avaient fait dériver jusqu'à une plateforme rocheuse, à fleur d'eau, et là, immobile en apparence, la mer s'était vengée. L'étrave avait heurté un récif, ouvrant une brèche si grande que l'irréparable apparut tout de suite. Abattez le grand mât, ordonna l'amiral. Il faut alléger le navire. La puissante colonne en bois de la Sierra espagnole s'écrasa dans un enchevêtrement de haubans qui gênait les manœuvres de la dernière chance. Les planches craquèrent et se disjoignirent. L'impression de désastre en fut augmentée. Des falots couraient le long du bordage, sautaient, entretenaient le drame de leur insuffisante lumière. La peur, la colère, l'énervement emplissaient le pont de plus en plus incliné. La marée se retirait et plaquait lourdement la coque sur les rochers. Seigneur de la Cosa, enjoignit Christophe Colomb, demandez qu'on mette une chaloupe à la mer. Prenez 2 hommes avec vous et allez jeter l'ancre à la poupe. Nous devons faire reculer le navire pour le dégager. Pedro Alvarez se souvenait du vent de panique qui emportait alors tout le monde. Seul, l'amiral gardait son calme. Lui, le malheureux Chinito, restait prostré, attendant le châtiment. Mais personne ne prêtait attention à lui. Chacun se sentait coupable d'une négligence. L'heure, pourtant, n'était pas aux états d'âme. Le bateau donnait de plus en plus de la gîte. La coque se remplissait inexorablement. Hâtez-vous, hurla Christophe Colomb. Juan de la Cosa descendit dans la chaloupe et, à ce moment-là, l'inexplicable se produisit.
Au lieu d'aller jeter l'ancre, le patron de la caravelle, mortellement blessé, rama en direction de la Niña et disparut dans la nuit. Êtes-vous fou, Juan de la Cosa, êtes-vous fou hurla Colomb lorsqu'il comprit que le propriétaire abandonnait son navire. Revenez. Il arracha le fanal des mains d'un matelot, tenta d'éclairer la scène de cet effroyable forfait. La petite flamme brandie, à bout de bras, ne fit qu'un halo misérable dans la clarté lunaire. La Cosa. Un cri désespéré qui n'obtint pas de réponse. L'amiral rendit la lanterne. Il lui fallait l'ombre un instant pour se ressaisir. Personne ne devait voir la poussée de haine qui crispait ses mâchoires, le désarroi qui l'envahissait par autant de brèches qu'en comptait la carène de sa nef. Lui aussi allait sombrer s'il ne libérait pas un trop-plein de rage. Près de lui, Chinito, tremblant de peur et de fatigue, fasciné par le mutisme de son maître, ne savait où aller ni que faire. En écrivant ces lignes, le vieil Alvarez retrouvait l'étonnement qui s'empara de l'équipage. Qu'avait-il bien pu se passer dans l'esprit de Juan de la Cosa? Ne comprit-il pas tout de suite que son navire était perdu? Certes, il avait commis une faute en ne veillant pas alors qu'il était de garde. Mais fallait-il aggraver encore cette faute par la plus inexcusable des désertions? Christophe Colomb ne contrôlait plus sa colère. Tout le monde l'abandonnait donc? Pinson, Juan de la Cosa. Il ne pouvait compter sur personne. Il avait su très vite que la caravelle ne pouvait plus être sauvée. Les vagues la soulevaient et, chaque fois qu'elle retombait, une voie d'eau nouvelle s'ouvrait qui remplissait la cale. Libérer la coque de la morsure du roc s'avéra impossible. Nous allons couler. Mettez les chaloupes à la mer. La nuit se terminait. Au matin, la Santa Maria gisait sur le haut fond qui l'avait anéanti. Un jour lumineux se leva sur cette tragédie. L'eau reprit sa limpidité de turquoise, le ciel vira du rose au bleu, un vent léger secoua les palmes en bordure de la plage. La Niña avait recueilli les naufragés. Ils étaient tous sur le pont, beaucoup trop nombreux pour une seule caravelle qui, ainsi chargée, irait sûrement vers de nouveaux périls. Christophe Colomb, en découvrant avec le jour l'ampleur du désastre, ne put retenir ses larmes. Il eut un moment de faiblesse qu'il ne voulut partager avec personne. Chacun respecta son désir de solitude. Il revint au bateau, qui n'était plus qu'une épave, et donna, plus tard, des ordres pour sauver la cargaison. Bientôt, les caisses et les barils s'entassèrent sur le sable, à côté des planches disjointes apportées par la mer. Les hommes travaillèrent longtemps. Au fur et à mesure de l'enlèvement des provisions, la coque avait de brusques sursauts quand une vague la heurtait. À une demi-lieue de là, la Niña, la seule qui restât, paraissait magnifique et vulnérable. Le cacique, qui les avait reçus quelques jours auparavant et leur avait parlé des mines d'or dans des contrées voisines, offrit ses bons services pour aider les naufragés. Il mit à la disposition de l'amiral des cases où fut entreposé le chargement. Il agissait en chef et, pour la première fois peut-être, les chrétiens, en mauvaise posture, ne virent pas dans ses habitants des îles de futurs esclaves. Merci, Guacanagari. Le roi posta des gardes à l'entrée de chaque hutte, protection toute symbolique car aucun d'entre eux n'était armé. Ils n'opposeraient aux pillards éventuels que la force de dissuasion de leurs muscles et la détermination de leurs sourcils froncés. Le contenu de la cale étalée au grand jour eut un heureux effet. Les Indiens, devant les sacs de billes qui se répandaient sur le sable, les petits miroirs dont ils ne comprenaient pas le pouvoir, les étoffes de couleur et surtout les clochettes à l'irrésistible musique, apportèrent ce qu'ils possédaient afin de l'échanger. Et le miracle se produisit au moment du plus grand désarroi. Christophe Colomb se vit offrir enfin, plus abondant qu'il ne l'avait jamais été, des fragments d'or, des anneaux intacts et des pépites brutes. On lui apporta un masque aux yeux rehaussés d'or. Le métal admirable soulignait aussi les oreilles, ornait de dessins savants le front et le menton. L'amiral en tira grande joie. Dieu, en sa bonté inépuisable, a choisi pour nous ce lieu où nous devons nous implanter, dit-il. La Niña ne peut recueillir tout l'équipage. Elle en serait trop dangereusement surchargée. Des hommes vont rester ici, dans cette baie. Ils construiront un fort et une tour avec les matériaux tirés de la Santa Maria. Mon navire a rempli sa mission, il sera encore utile. Vous, vous êtes charpentier, maçon, forgeron. Bien que gens de la mer, vous savez faire produire à la terre le blé dont vous aurez nécessité. Je vous laisse le contenu de la cale, du vin pour un an, des grains pour les premières semailles. Soyez ici un morceau de l'Espagne pour mieux servir nos souverains.
Il parlait calmement, dans un enthousiasme retrouvé. Le naufrage qu'il avait abattu la veille lui redonnait des forces. Avec son épave aux débris flottants, il fondait une colonie. Ceux qui nous ont abandonnés dans l'adversité ont permis que nous nous attardions sur ces terres et que nous en découvrions les mérites. Un seul encore de ces mérites nous reste caché et je compte sur vous pour trouver la route qui y mène. Vous avez vu les offrandes d'un peuple bon et généreux. L'or naît près d'ici. Parvenez à la mine. Christophe Colomb voulut savoir s'il y avait des volontaires parmi les membres des deux équipages. Un à un, ils se rangèrent à sa droite. Certains hésitaient, se consultaient d'un regard, échangeaient 2 mots à voix basse. Un mouvement de la tête provoquait une décision. 12, 13, 14, comptait l'amiral. Parfois, des pensées dissimulées, derrière des fronts butés, emportaient un choix, fait avec une hargne envieuse. 26, le goût de l'aventure, l'appât de l'or, promis par Guacanagari, jouèrent le rôle dans la tempête qui secoua plusieurs crânes. Peu à peu se forma un groupe qui aurait dû vivre de fraternité dans un pays où tout commençait. Christophe Colomb percevait les mobiles de chacun et feignait de n'en rien connaître. 32, compta-t-il imperturbablement. Chinito assistait à la scène et il revoyait en pensée la fuite de Bartholoméo. Le malagueño avait voulu partir seul vers un monde nouveau. Pourquoi, lui aussi, Chinito, ne resterait-il pas sur une île? Un jour, peut-être, leurs routes se rencontreraient une seconde fois. En vérité, il n'avait pas aimé la vie en mer. Il était fils de la terre. Maître, moi aussi. Colomb parut interloqué. Il hésita une seconde, pris au dépourvu par ce gamin qui ne voulait pas revoir Grenade et l'affirmait si calmement. Non, répondit-il, tu retourneras en Espagne. Que mettait-il dans ce refus? Quelle part d'affection, ou bien de simple agacement devant un morveux épris d'indépendance, lui avait fait répondre sur un ton qui ne souffrirait pas de réplique? Chinito insista. Maître, l'Espagne m'a été dure depuis le jour où je suis né. Ici je serai heureux. Tu retourneras en Espagne. Pedro était devenu vieux grâce à ce refus. Une bouffée de reconnaissance le poussa vers le navigateur, qui dormait depuis longtemps de son dernier sommeil, après avoir emporté le secret de son être dans la tombe. Il ne doutait plus maintenant que Christophe Colomb lui avait témoigné ce jour-là un attachement dont il n'aurait jamais voulu montrer la force. Et, ce faisant, il lui avait sauvé la vie. Les hommes qui avaient pour mission de fonder une colonie sur cette terre neuve laissèrent parler leurs mauvais instincts. Ils s'emparèrent de femmes, asservirent les tribus et s'entretuèrent pour la possession de l'or amassé. Les derniers survivants périrent sous les flèches d'un cacique en colère, et le fort, né de la courageuse Caravelle, qui les avait conduits en ces lieux paradisiaques, fut réduit en cendres. Sur une décision sans appel de son maître, Chinito, pendant ce temps, avait retrouvé l'Espagne. Quelques jours avant le départ, la Niña avançait sur des fonds où roches et sable se mêlaient en créant un danger permanent. Colomb portait en lui le deuil de la Santa Maria. Non pas qu'il eût aimé particulièrement cette barque lourde et lente, coupable souvent de retarder la marche, mais il gardait le remords d'un moment d'abandon au sommeil qui avait été si plein de conséquences. Rentrer en Espagne avec un seul navire meurtrissait l'amiral au plus intime de lui-même. Il multipliait les soins pour épargner à la Niña l'écueil, le banc sablonneux capable de faire perdre en quelques secondes tout espoir de retour. Paco, monte au mât et reconnais les fonds. D'ici, nous n'avons pas une visibilité suffisante. Le matelot grimpa et, à peine fut-il en haut qu'il poussa une exclamation comme lui seul en avait d'aussi imagé. Amiral, s'époumonna-t-il aussitôt après. La Pinta. Pinson revenait. Quand il monta à bord, il ne semblait pas plus gêné que s'il fût revenu de promenade. Chinito se prépara à servir le vin et à laisser traîner une oreille, car il ne doutait pas que l'entretien fût animé. Il n'y eut pas de vin des retrouvailles. Christophe Colomb blêmit en revoyant le capitaine. Il le fit entrer dans la cabine dont il referma la porte avec soin. Chinito n'entendit rien de ce qui se disait et, s'il eut envie de coller l'oreille à lui, il sut, au dernier moment, résister à la tentation. Colomb hâta le départ. Pinson était allé à Banec et n'avait pas trouvé l'or. Il n'aurait servi à rien de s'attarder encore. Avant de reprendre le large, la Niña jeta l'ancre dans un port tranquille. Les marins,
conscients des semaines en mer qui les attendaient, vent debout, voulurent profiter d'une ultime journée à terre. À peine débarqués, ils furent surpris par une tribu peinturlurée de noir, armée d'arcs et de flèches. Ces hommes présentaient des visages beaucoup moins avenants que ceux des pêcheurs et chasseurs rencontrés jusque-là. Leurs longs cheveux, ramenés en un chignon orné de plumes de perroquet, leurs fronts bas aux arcades sourcilières avancées, les lèvres épaisses et, dans les yeux, quelque chose de farouche donnait à prévoir des rapports moins heureux que les précédents. L'un d'eux s'avança pour parlementer. Sa nudité était arrogance et le rictus qu'il arborait disait suffisamment ses intentions peu pacifiques. L'amiral tenta de se faire comprendre. Les indigènes qui l'avaient emmené des autres îles montrèrent de l'émoi à la vue de ce guerrier. Colomb s'en aperçut. Une ombre passa sur son visage. Dans le flot de paroles ponctuées de gestes, Chinito saisit un mot qui tomba sur lui comme une pluie glacée. « Toi, connaître Caribi ?» demanda l'amiral, sans quitter son interlocuteur des yeux. L'homme nu sourit en découvrant une denture de carnassier. Les muscles de ses épaules roulaient sous la peau et il gonflait les biceps avec une fierté assez ridicule. Caribi, Chinito comprit alors pourquoi les autres Indiens avaient l'air aussi peu rassurés. Les cannibales tant redoutés étaient autour d'eux, dans l'ombre des feuillages, l'arc au poing et les flèches, sans doute enduites d'un venin sans remède, prêtes à frapper. À force d'entendre parler d'eux, d'île en île, et de ne jamais les voir, il avait fini par ne plus trop croire à leur existence. Être mythique des légendes héroïques, il pensait qu'il faisait partie des hauts faits que les vieillards racontaient pour impressionner les jeunes générations. Et maintenant, il les avait devant lui. Il se mit à trembler. Une horreur indicible lui soulevait le cœur. Le sauvage était laid de figure, mais il avait un corps aux proportions admirables, tant de beauté se nourrissant de festins immondes. Chinito imaginait des scènes qui le faisaient frémir. Il ferma les yeux, serra violemment les paupières pour chasser des visions de cauchemar. L'Indien fit signe à ses complices d'approcher. Ils sortirent des frondaisons avec des mouvements souples et des mines hargneuses. Tous étaient armés. « Mon Dieu, combien sont-ils » se demanda Chinito. « Il y en a encore, 10 au moins, 20. » Il en sortait toujours. Ils étaient bien 50. Le mousse compta les Espagnols. Ils étaient 7. 7. Vierge Marie, supplia-t-il, faites que je ne sois pas mangé. Le chef jeta quelques paroles qui résonnèrent durement. Aussitôt, les cannibales déposèrent leurs arcs, leurs flèches et leurs saguets sur la grève. Cela faisait un terrible alignement qui ne rassura qu'à moitié le moussaillon apeuré. Les Espagnols respirèrent en voyant cette obéissance générale. Des négociations commencèrent pour échanger les armes contre des billes de verre et des chiffons colorés. Les guerriers reçurent les babioles sans exprimer de satisfaction particulière. Quand ils comprirent que la distribution était terminée, ils essayèrent de reprendre leurs arcs. Une mêlée s'ensuivit, empreinte d'une agressivité certaine. Les Espagnols réalisèrent à quel point ils étaient peu nombreux. Lorsque les Indiens entreprirent de les ceinturer de leurs bras et de les ligoter avec des lianes, ils s'affolèrent. Il y eut une lutte inégale et confuse. Un marin sortit un poignard de sa ceinture et, pour se protéger d'un coup violemment porté, il entailla une fesse comme on s'ouvre un chemin en forêt. Le sauvage hurla de douleur. Au même moment, un autre reçut une flèche en pleine poitrine. Ce fut la débandade. Oubliant leur nombre, qui aurait dû les rendre maîtres du terrain, les indigènes regagnèrent le dessous des arbres en abandonnant leurs armes. Sur le sable, le premier sang versé faisait une tache sombre. Un matelot l'effaça d'un coup de pied, croyant ainsi l'ôter de toutes les mémoires.